Bon, il y a quand même de fortes chances pour que vous ayez joué à un jeu vidéo au moins une fois dans votre vie. Alors que ce soit dans une salle d'arcade pour les plus anciens d'entre vous, ou même à Candy Crush, ou même Clash Royale sur votre smartphone, ou alors même sur PC ou console, du coup, pour ceux qui ont joué à World of Warcraft ou League of Legends. Ou peut-être que vous êtes plus du genre à goûter à The Witcher ou l'un des derniers opus de Zelda, là, posé sur votre canapé. On va voir aujourd'hui, alors dans le meilleur des cas, des jeux vidéo violents et gore, ou dans le pire des cas, ceux qui flirtent avec l'immoral et surtout l'illégal. Alors si vous connaissez sans doute Mortal Kombat ou même Manhunt, vous ne connaissez sans doute pas Custer Revenge ou même The Museum of Anything Goes. Donc bon, des sessions gaming, vous en êtes peut-être envoyé pendant des longues heures jusqu'à ce que voilà, vous soyez éclaté. Et donc peut-être que vous êtes déjà rabattu sur des boissons énergisantes ou même du café pour tenir. Mais là, j'ai justement quelque chose de beaucoup plus sain pour vous avec l'un des partenaires historiques de la chaîne. Je parle bien entendu de Oli. Grâce à leur gamme énergie, là, on oublie le crash post-caféine que vous avez lorsque vous consommez du café. Et ça, en fait, c'est possible avec la New Caf. C'est en fait de la caféine cristallisée qu'on trouve dans leurs produits. Donc là, oubliez également la taurine et dites plutôt bonjour à des arômes et des colorants 100% naturels. Et dans tout leur catalogue, je vous recommande personnellement la saveur fruit du dragon ou même la saveur raspberry raptor. Mais bon, après, il y a aussi d'autres gammes dispo chez Oli, à commencer déjà par la gamme Iced Tea. Là-dedans, la valeur sûre, c'est peut-être le raspberry vanille ou même celui à l'açaï. Et en parallèle, si vous recherchez quelque chose à boire à la salle, là je peux vous recommander leur gamme hydratation. En fait, en consommant les produits Oli, vous faites une pierre deux coups. Déjà, vous pouvez rendre service à la planète. Chaque pot vous évite de balancer quand même 50 canettes, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, depuis quelques mois maintenant, ils ont rajouté des milkshakes à leur gamme. Et vous avez accès aux parfums fraises, vanille ou même caramel et banane. Donc là, caramel et fraise. Bref, vous avez juste à mélanger ça avec du lait, que ce soit du lait de vache ou végétal, comme soja ou avoine. Et vous avez votre boisson toute prête. Alors bien sûr, j'ai des codes promo pour vous. Vous pouvez utiliser le code PoissonFécond5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande et le code PoissonFécond, tout court là, qui donne accès à 10% de réduction sur toutes vos autres commandes. Bon, il est à présent l'heure d'attaquer notre sujet et pas des moindres. Pour là traiter toutes ces œuvres, on va se servir du principe de l'iceberg, en commençant par traiter le sujet en surface avec des jeux que voilà, vous connaissez sans doute, mais au fur et à mesure, on va plonger dans les profondeurs, les abysses et finalement les ténèbres, où là nous allons aborder des jeux beaucoup moins connus, mais plus dérangeants, plus malsains, et où on pourra vraiment se demander ce qui s'est passé dans la tête des concepteurs. Et d'ailleurs, je préfère vraiment prévenir à l'avance, il y aura énormément de sujets quand même sensibles à aborder, il y aura aussi des spoils vu que je rentrerai dans certains détails. Et bien écoutez, bienvenue dans l'iceberg des jeux vidéo les plus dérangeant et malsain. Et on attaque avec la surface. Mortal Kombat. Bon, là, forcément, on débute cet iceberg avec un jeu quand même très connu, Mortal Kombat. Lui, il est sorti en 92 et c'est le premier jeu de cette saga qui débarque sur les bornes d'arcade. Et lui, en vrai, il entend bien se faire une petite place quand même dans la catégorie des jeux de baston. Là, vous voyez, en fait, si le gameplay est quand même plutôt bon, en fait, Mortal Kombat, il veut quand même se démarquer sur une particularité bien précise, les fatalities. Le principe, c'est tout simple. Comme vous le voyez, c'est achever son adversaire de la façon la plus gore possible, en le faisant fondre en de l'acide ou en lui arrachant la colonne vertébrale, par exemple. Alors bon, quand les jeux étaient en 2D, c'était déjà bien sanglant et choquant pour un jeune public, mais plus le temps passe, plus c'est détaillé et réaliste. Et donc depuis 92, Mortal Kombat, c'est une quinzaine de jeux, en comptant les spin-offs en fait, qui vont toujours de plus en plus loin dans les fatalities. Et peut-être avec une mention quand même spéciale pour celle de Mortal Kombat X, comme vous pouvez le voir avec celle de Scorpion. The Binding of Isaac. Bon là on change complètement de style avec un jeu culte sorti en 2011 et qui était développé juste par un gars avec un pote en fait, c'était Edmund Macmillan, The Binding of Isaac. Et quand je dis quand même culte, là je pèse mes mots parce que c'est quand même considéré comme l'un des meilleurs roguelikes. En gros, c'est un style de jeu où vous parcourez différentes pièces qui sont générées de façon procédurale, c'est-à-dire aléatoire. Quand vous recommencez une partie, c'est complètement différent, donc ce qui fait que chaque partie est inédite, nouvelle, du coup voilà, c'est cool pour la durée de vie. Bon là jusque là rien de nouveau, c'est pas non plus trop innovant, les roguelikes ça a été créé il y a longtemps, c'est même pas non plus très choquant, mais jusqu'à ce qu'on se penche quand même regarder sur l'esthétique du jeu. Parce qu'en fait, Isaac, donc le héros du jeu, lui, il va pas se battre avec des épées et compagnie, non, il se bat avec du sang, des excréments et d'autres fluides un peu plus douteux. Alors bon, il y a énormément de boss du jeu qui ressemblent aussi à des organes plus ou moins modifiés, et d'ailleurs certains designs peuvent franchement mettre quand même un peu mal à l'aise. Et là, c'est sans parler de tout ce qui touche à la religion, qui peut être assez touchy quand même selon votre sensibilité. Bref, prenez des fœtus avortés, des déformations physiques, habillez ça d'un style très léché, animez-le avec succès, et voilà, vous avez un petit jeu quand même bien sympa mais un peu gore quoi. Death Stranding.
Bon, on continue notre niveau surface là avec un jeu d'action et d'exploration, Death Stranding. Et en fait, le pitch là, c'est que le monde des morts a globalement fusionné avec celui des vivants. Et donc en fait, c'est un univers où il y a des âmes défuntes qui se baladent là où elles ne devraient pas être, à savoir sur Terre. Alors ce jeu, il est quand même connu pour un truc, c'est déjà qu'il a été créé par Hideo Kojima, c'est-à-dire le créateur en fait des Metal Gear Solid. Et après dedans, il y a quand même des acteurs célèbres, Norman Reedus qui joue dans Walking Dead. Mais en tout cas, Death Stranding, il utilise la motion capture, c'est-à-dire du coup on capture les vrais mouvements de personnes et après on les retranscrit dans le jeu pour que ça soit vraiment photoréaliste. Le jeu du coup, je veux quand même réaliste, quand même assez gore, bizarre, et il y a même certains joueurs qui ont dit que ça les a fait vomir. Bon, déjà, il faut savoir que le héros du jeu, il se balade en permanence avec un fœtus de bébé dans un sac. D'ailleurs, tout ce qui tourne autour des bébés là-dedans, ça risque d'être un petit peu glauque pour beaucoup de gens, en plus des cadavres d'animaux et principalement des cadavres de baleines. En gros, c'est toute l'esthétique post-apo en fait du jeu, post-apocalyptique donc, qui donne des sueurs froides. Mais si ça a attiré quand même autant de joueurs, c'est quand même aussi parce qu'il y a un réalisme qui est poussé à l'extrême. D'ailleurs, il y a un nouveau jeu qui sortira bientôt, à l'été de cette année. Postal. Alors là, je parle de l'un des jeux qui a eu longtemps l'étiquette du jeu le plus subversif. En tout cas aux yeux du grand public, et c'est Postal qui est sorti en 97 sur PC. Et là, il faut vraiment oublier les zombies et puis les monstres qui sont sortis de nulle part, car là, non, vous tirez sur des humains. Si les fusillades, ils étaient quand même moins monnaie courante aux États-Unis à la fin des années 90 que maintenant, force est de constater qu'on a quand même eu droit à quelque chose de très douteux avec ce jeu-là. Voilà, là-dedans, vous voyez, l'humour noir, il est assez discutable et il va régir quand même l'ensemble du scénario où vous aurez des enchaînements de boucheries plus ou moins graphiques. À un moment, alors que le jeu semble vous donner l'impression que vous allez devoir faire feu dans une école primaire, dans l'un des niveaux, heureusement, ça ne sera au final pas possible. Et là, rapidement, pour vous parler quand même du gameplay, du coup, c'est une purge complète. Visiblement, c'était pas trop la priorité des développeurs. D'ailleurs, le jeu sera adapté en film par Uwe Boll en 2007, et ce sera tout simplement l'une des pires adaptations d'un jeu vidéo en long métrage. Blitz the League 2. Là, on termine notre niveau de surface avec un jeu de sport. Je vais vous parler de Blitz the League 2, qui est un jeu de football américain qui est sorti en 2008. Vous voyez, de prime abord, ce jeu, il a un petit peu rien à foutre dans un iceberg, surtout celui-là. Mais du côté des États-Unis, c'est un titre qui a choqué quand même un jeune public. Et dont les parents, pas très attentifs, je pense, qui pensaient simplement acheter un jeu de foot américain, quoi. Pas du tout, en fait. Là, on va en effet avoir le droit à une sorte de mix entre du football américain et du Mortal Kombat, et avec des blessures bien trop détaillées. Donc voilà, il y aura des muscles qui se déchirent, des os qui se pètent, des traumas crâniens et surtout, des scrotums qui explosent. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très précis, c'est très chirurgical, j'ai envie de dire même. Du coup, c'est vrai que ça a quand même traumatisé quelques gamins, quoi. Voilà, maintenant que vous avez compris les grandes lignes de cet iceberg, on va plonger là sous la surface où on va parler d'un jeu qui sur le papier a l'air quand même plutôt bucolique ou même aussi un moment d'une aventure au cœur de l'enfer qui vous donne tout simplement envie de vomir. Amnesia The Dark Descent. Bon, pour commencer ce niveau sous la surface, là je vous parle d'un style de jeu dont on n'a pas encore parlé, ce sont les jeux d'horreur. Et avec le cas présent, Amnesia The Dark Descent sorti en 2010. Et là en fait pour ce qui est de ce jeu, vous incarnez Daniel, un mec qui se réveille dans un château et qui comme le nom de l'œuvre l'indique, est amnésique. Bon là vous comprenez rapidement que c'est votre personnage lui-même qui s'est rendu amnésique, en plus de se donner une quête, tuer un homme. Et en fait ce qui rend le jeu dérangeant et qui a mis beaucoup de joueurs très mal à l'aise, déjà l'ambiance assez pesante qui a été imaginée par les développeurs du jeu. Et en fait contrairement à beaucoup de jeux malsains qu'on verra plus tard, qui ne brillent pas trop par leur gameplay, celui d'Amnesia est une belle réussite quand même. Ce qui permet du coup déjà à cette expérience dérangeante d'être encore plus marquée. Et d'ailleurs le fait de n'avoir pratiquement aucun moyen de se défendre donne quand même aux joueurs un sacré sentiment d'impuissance et qui appuie sur un petit côté anxiogène. Donc là voilà, ça c'est l'un des titres qui revient souvent quand on demande aux joueurs de donner à un jeu qui les a perturbés. Doki Doki Literature Club. Pour continuer, là, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui, à première vue, si vous en avez jamais entendu parler, ne risque pas de vous inquiéter. Doki Doki Literature Club, vous voyez avec les images, ça va, ça a pas l'air bien méchant. Et quand on voit en fait les images que vous avez sous les yeux, on s'attend à un truc plutôt mignon. Pas du tout en fait. Le principe du jeu, c'est d'échanger des petits poèmes avec d'autres personnages. Assez rapidement, le quatrième mur va être brisé et vous allez être pleinement acteur des différentes discussions. Et là bon, sans trop vous spoiler, il y a pas mal de sujets abordés qui peuvent chambouler très facilement les joueurs. C'est un jeu à l'histoire quelque peu inattendue et qui laisse des traces indélébiles aux joueurs qui l'ont fini. On ne peut même pas réellement définir de fin à ce jeu, tant il y a de plot twists dans la trame ou d'indices cachés au sein même des fichiers du jeu. En revanche, je doute que celui-ci soit à mettre entre les mains de tout le monde et qu'il est recommandé de suivre sérieusement, pour une fois, les avertissements lors du chargement du jeu. Et puis ajoutez à ça une ambiance sonore très pesante, quelques glitches bien pensés et puis certaines images marquantes. Et là vous n'avez vraiment plus rien de léger. Bon, si vous voulez vous laisser tenter, sachez que le jeu est dispo quand même gratuitement et qu'il faut à peu près 5 heures pour le finir.
Until Dawn. Là, on change complètement style avec Until Dawn. C'est un jeu qui a été développé par Supermassive Games et c'était sorti il y a à peu près 10 ans, en 2015. Alors, c'est une expérience interactive qui a utilisé la motion capture et donc là, les personnages sont modélisés à partir de vrais acteurs. Là, le pitch du jeu, c'est un groupe de dizaines de potes qui se rassemblent dans un chalet après avoir vécu un drame 1 an auparavant. Et là, bien évidemment, ça va virer au cauchemar. Déjà, en tant que joueur, vous allez directement ou indirectement avoir le droit de vie ou de mort sur les personnages, ce qui va vous impliquer techniquement, émotionnellement et psychologiquement. En plus de ça, le jeu vous force à faire des choix et vous serez alors face à votre propre conscience. Et plusieurs joueurs qui ont fait Until Dawn se sont retrouvés plus que mal à l'aise à cause de parallèles avec des situations réelles qu'ils auraient peut-être déjà vécues. Et puis ajoutez à ça quelques scènes franchement assez glauques. Donc sans rentrer dans les détails, vous avez une œuvre vidéoludique qui a mis quand même pas mal de joueurs mal à l'aise. Mais je pense que c'était aussi volontaire. Et d'ailleurs, à l'heure où sort cette vidéo, d'ici quelques jours, le jeu sera adapté en film. Agony. Cette fois-ci, on plonge en enfer parce que c'est exactement là que se déroule le jeu Agony qui est sorti en 2018. Donc là, qui dit enfer dit mort, qui sera au centre du jeu, tout comme la couleur rouge, omniprésente, et qui risque d'ailleurs rapidement de vous donner une petite nausée. Le jeu en lui-même n'a rien vraiment qui sort du lot, mais c'est tellement le bordel que ça en devient vraiment dérangeant à jouer. Il y a des jeux où l'effroi est provoqué par la chute d'un cadavre du haut d'un escalier. Vous savez, sur les fameux screamers qu'on retrouve dans beaucoup de films ou jeux d'horreur. Dans Agony, on est plongé dans un enfer composé à 80% de cadavres, de chair humaine, de sang, d'ossements, de dents, d'un peu de tout en fait. Bon, en gros c'est simple, vous prenez des références cinématographiques comme Hellraiser ou même Cannibal Holocaust, puis prenez quelques petites références poétiques avec l'enfer de la Divine Comédie de Dante, et puis noyez tout ça dans des viscères, de l'hémoglobine, des morceaux humains en tout genre, et vous avez une espèce de bouillie très malsaine qui s'appelle Agony. Bon appétit. Resident Evil 7 Biohazard. Il faut quand même que je vous cite l'un des Resident Evil du coup, et notamment celui-là, le numéro 7 dans cette liste. Mais alors pourquoi citer celui-là alors qu'il est sorti en 2017, alors que la franchise, elle date quand même des années 90. Même s'il reprend tous les codes de la saga, il va les embellir. Et d'ailleurs, c'est aussi le premier Resident Evil qui se joue à la première personne, avec notamment la possibilité de jouer en VR. Et donc, comme les Resident Evil qui jouent sur nos nerfs, qui vont essayer de cacher des trucs invisibles pour essayer de nous surprendre et compagnie, Resident Evil 7 exploite tout ça à merveille. Là, l'atmosphère du titre est plus qu'oppressante, la majorité de votre aventure se fait dans des décors glauques, dans une ambiance stressante, vous attendez à chaque instant qu'il y a un truc qui vous tombe sur le coin de la gueule. Et comme par exemple The Thing, Massacre à la tronçonneuse ou même Projet Blair Witch, le jeu emprunte à beaucoup de classiques du cinéma d'horreur pour vous mettre en difficulté. Pour l'instant, je vous ai abordé pas mal de jeux assez mainstream, assez connus, mais nous allons plonger maintenant dans des jeux qui ont parfois plus de 30 ans et dont les développeurs avaient visiblement quelques déviances. Manhunt. Bon, pour commencer nos profondeurs, parlons déjà d'un jeu qui est dans la même veine que Postal et qui trimballe aussi l'étiquette du jeu le plus subversif. En fait, il s'appelle Manhunt, c'est un jeu qui est sorti en 2003 et qui vient tout droit d'un gros développeur, Rockstar. Rockstar, c'est comme eux qui ont fait GTA, qui ont même fait Red Dead Redemption, et même si du coup, GTA, il a quand même soulevé pas mal de polémiques aussi au moment où il était sorti, c'est quand même rien comparé à Manhunt, où là, le but sera de descendre des gens en boucle. Et là, l'un des gros problèmes, ça vient bien sûr de la violence même du jeu, et de certains types d'actes qui ont mis quand même mal à l'aise certains développeurs du jeu, et d'ailleurs qui avaient conscience qu'ils dépassaient les bornes en développant Manhunt. Sans trop de surprise, la vente du jeu a été restreinte, voire totalement interdite dans certains pays. Mais aussi et surtout, en fait, c'est l'un des premiers jeux vidéo qui a été associé à une affaire de meurtre. En fait, c'est celle du jeune Stéphane Paquira, qui avait 14 ans et qui a été assassiné par Warren LeBlanc, qui avait lui 17 ans. En fait, Warren LeBlanc, il avait en effet joué à Manhunt, et même s'il est quand même impossible de faire un quelconque lien, la presse avait clairement sauté sur l'occasion pour dire que Manhunt était responsable de la mort de quelqu'un. En tout cas, malgré toutes ces controverses, Rockstar a quand même sorti Manhunt 2 quelques années plus tard. I have no mouth and I must scream. On remonte dans le temps en fait à l'année 95, après avoir fait une petite parenthèse sur l'année 67. Parce qu'en fait, c'est cette année-là, 67, que Harlan Ellison publie sa nouvelle I Have No Mouth and I Must Scream. Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie en français. Donc voilà, c'est une histoire qui raconte comment un superordinateur a éradiqué la quasi-totalité de l'espèce humaine sous fond de 3e Guerre mondiale. Là, on a le droit donc à un univers dystopique, et à l'époque, faut quand même se rappeler que la technologie n'était pas encore là, surtout en ce qui concerne l'IA. Tout ça, c'était vraiment science-fiction, il n'y avait pas d'ordinateur. Et d'ailleurs, pour ce qui est du gameplay du jeu, il est très simple. On a affaire à un point and click, tu cliques, ça avance, un jeu d'énigmes. C'est pas avec ce gameplay là que ça va être dérangeant, mais c'est plutôt au niveau des dialogues et des images. I Have No Mouth and I Must Scream n'est pas spécialement effrayant, voire même terrifiant, il est plutôt macabre, pesant, horrifiant dans le sens premier du terme. La plupart des jeux d'horreur reposent sur le principe de l'impuissance du protagoniste, mais ici, on n'est pas la victime. Le jeu place le joueur dans une position de pouvoir, avec comme but premier de le repousser, de le forcer à regarder l'abîme et créer un véritable sentiment d'horreur
à partir de sa position. I Have No Mouse and I Must Scream remet vraiment en question la notion de jeu d'horreur en allant à l'encontre du type, de l'ordre d'exécution standard, et tente plutôt de se concentrer sur la douleur de notre propre sens moral. Au menu du jeu, et pour préciser un peu le propos, en fait on aura droit en vrac à des viols, mais vous allez aussi incarner un certain Nimdok, qui n'est autre qu'en fait un scientifique nazi et un ami personnel de Joseph Mengele, qui va faire là des expériences sur les juifs. Tout ça dans le jeu vidéo, quand même. Alors là vous dites, ok, mais est-ce que ça ressemble pas à une sorte de reconstitution d'Auschwitz? En fait oui, complètement. Mais là en fait vous n'allez pas avoir le rôle de la victime, mais plutôt du bourreau. Et là tout ce qui concerne la Shoah ne sera en réalité que la face émergée de l'iceberg, car le jeu va venir vous torturer psychologiquement avec beaucoup d'autres sujets. Fantasmagoria. Là, on reste en 95 pour notre prochain jeu et qui vient tout droit de l'esprit un peu dérangé de Roberta Williams, j'ai nommé Fantasmagoria. Là, dans le jeu, vous incarnez Adrienne Delaunay, qui est une écrivaine qui se retrouve dans un manoir où des choses étranges, surnaturelles et inexpliquées commencent à se produire. Comme beaucoup de jeux vidéo en fait de l'époque, lui, il a été réalisé avec la participation d'acteurs bien réels qu'on a transposés à l'écran. En fait, ça s'appelle le Full Motion Video ou FMV. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que du coup, on a des vrais gens en fait dans un jeu. C'est vrai qu'il est un peu vieux le jeu, j'avoue, ça casse pas trois pattes à un canard, il y a quand même quelque chose. Mais s'il est dans cet iceberg, c'est pas pour rien, car déjà le fait de voir des vraies personnes évoluer dans le jeu donne un petit aspect beaucoup trop réel à Fantasmagoria. En ce qui concerne les scandales liés au jeu, Fantasmagoria nous montre au cours de ses 7 actes énormément de nudité féminine, des scènes de sexe, de morts horribles. Mais il illustre également toutes sortes de tortures, des abus et aussi beaucoup trop de détails d'éclaboussement de sang et d'intestin. Surtout, le jeu nous propose une scène de viol avec une forte implication émotionnelle. C'est ce dernier point qui a suscité des réactions indignées, affirmant qu'une scène explicite de violence domestique était non seulement dangereuse, mais aussi immorale. En réalité, cette scène infâme est l'un des moments les plus poignants de tout le jeu. Parce qu'en effet, en fait, le jeu ne fait aucun effort pour cacher quoi que ce soit. Tout est graphique, détaillé, explicite, et si on enlève cette notion de filtre FMV, vraiment, on rentrerait vraiment dans un film d'horreur. Mais bien trash. Hein. D'ailleurs, à l'époque, des jeux comme Mortal Kombat ou même Doom existaient déjà, et si la violence et le sang étaient au centre de tout, il n'y avait pas cette dose comme de réalisme apportée là par Fantasmagoria. Sans trop de surprise, le jeu a été censuré dans énormément d'endroits. Pas mal d'enseignes déjà aux États-Unis qui ont refusé de le vendre, et il a même été carrément interdit en Australie. Donc que ce soit de la part des politiques ou même des organismes religieux, il a quand même suscité un sacré tollé quoi. Après ça a quand même aussi contribué à son succès car il y avait tellement d'associations qui s'acharnaient sur le jeu que ça lui a donné quand même une certaine pub. Les jeux de Kanoguchi. Bon, là on termine ce niveau en trichant un peu parce que je vais pas vous parler d'un jeu vidéo précis, mais plutôt d'un dev qui a proposé des jeux de plus en plus dérangeants. Et déjà on commence avec le jeu Coin Collector qui, comme son nom l'indique, vous encourage à récupérer des pièces. Jusque là en fait, c'est pas renversant quoi, sauf que petit à petit, une image subliminale s'affiche pendant quelques millièmes de seconde. En fait, une photo qui montre ce qui semble être une chambre d'hôtel et qui pop de façon un peu aléatoire encore et encore. Sauf qu'à un moment, en fait, cette image va vous faire quitter le mode fenêtré du jeu pour s'afficher en plein écran. Et ça ne sera en réalité pas vraiment la même image. Car en fait, à présent, on va pouvoir voir quelqu'un qui est tout simplement pendu juste à côté de l'un des lits. Mais bon, ça c'est l'un des jeux. Après, on pourrait aussi parler de Goroten, qui est plus un zootrope qu'un jeu vidéo à proprement parler. Et en fait, les zootropes de base, en fait, ce sont des jouets optiques en forme de cylindre qui donnent une illusion de mouvement à une série d'images fixes, quoi. Et donc là, Goroten reprend ce principe en l'adaptant virtuellement. Et grâce à votre souris, vous pouvez faire défiler des images qui sont toutes les mêmes, mais du moins à première vue. Et là, au fur et à mesure, les images vont en effet commencer à glitcher, puis le visage affiché à l'écran commence à pourrir, ce qui est donc la signification d'ailleurs de Goroten. Et le tout quand même dans une musique de fond qui fait penser à une sorte d'alarme et qui s'accélère ou ralentit en fonction de la vitesse de défilement des images. Et là, le fait de n'avoir que peu de contexte, voire même pas du tout, ça donne une ambiance vraiment bizarre, voire même assez glauque. D'ailleurs, en creusant un peu, il semblerait que la schizophrénie dont Kanoguchi souffrirait peut-être serait au centre de ces différentes œuvres. Et donc là, on ferait face à certaines de ces angoisses ou même de ces cauchemars. Et d'ailleurs, si l'œuvre de Kanoguchi a titillé votre curiosité et que vous voulez en savoir plus, je vous recommande une très bonne vidéo de Feldub sur le sujet. Bien, voilà, maintenant on commence à toucher à des sujets un peu plus que touchy et on va s'enfoncer justement dans ce type de contenu. Au menu notamment, on verra un jeu qui a longtemps eu l'étiquette du jeu le plus malsain de tous les temps, ou même encore un autre qui présente des fusillades comme un sport et qui va jouer sur certains traumatismes des Américains. Sanitarium. Alors pour commencer ce niveau des grandes profondeurs, il faut que je vous parle de Sanitarium, qui est un jeu développé par le studio Dreamforge, qui est sorti en 98. Et en fait dans le jeu, vous allez dans un premier temps incarner un certain Max Lawton, qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique,
après un accident de bagnole. Mais Max n'est que le premier personnage de toute une clique qui vous feront à chaque fois évoluer dans un mini-univers un peu différent, mais toujours rendu vraiment extrêmement glauque. Au tout début, on aura donc un hôpital psychiatrique avec lui donc, puis on va avoir un cirque, puis un village aztèque, même un village avec plein d'enfants en fait qui sont monstrueux, ou même des plaines de chair et de sang. Bref, peut-être que vous avez toujours rêvé de déterrer le cadavre d'une gamine pour que l'un de ses amis encore vivant puisse jouer avec elle. Eh bien ça, Sanitarium vous le permet. Aussi et surtout, il faut quand même qu'on se rappelle qu'on est en 98 et c'est quand même des choses qu'on voyait pas trop à l'époque dans le jeu vidéo. Et là d'ailleurs, c'est évidemment psychologiquement que le jeu va vous éprouver, avec déjà la mort qui est au centre des débats, mais aussi l'amnésie, la mélancolie, la nostalgie macabre. D'ailleurs, si vous êtes assez famille, proche des vôtres, le jeu risque de vous mettre encore plus au fond. Mais en tout cas, faut le savoir, mais niveau critique, le jeu a été un vrai carton, aussi bien du côté des pros que des joueurs, puisqu'il a été considéré comme l'un des meilleurs jeux des années 90. Par contre, il va quand même faire pas mal de controverses à cause des sujets abordés, de l'esthétique globale du jeu et de l'ambiance malsaine qu'il dégage. Par exemple, le jeu va attirer les foudres de plusieurs défenseurs de la jeunesse, avec notamment en tête de file l'association Famille de France. En fait, cette dernière va entreprendre une grande campagne directement auprès des revendeurs du jeu. Et figurez-vous que ça va marcher. Beaucoup d'enseignes vont retirer le jeu de la vente de peur de potentielles poursuites judiciaires de la part de l'association. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait pratiquement aucune chance pour que ça finisse en justice, mais les grandes enseignes ont juste pas voulu prendre le risque. Bref, si vous avez l'occasion de jouer au jeu, qui est assez simple puisque c'est un point and click, bah il vous laissera pas indemne là, je pense. School Shooter North America Tour 2012. Bon, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec un jeu qui porte le nom de School Shooter North America Tour 2012? Eh bien, absolument tout en fait, oui, sans aucune surprise. Parce que là, quand je parle de jeu, je fais quand même quelques petites précisions, parce que déjà, on n'a pas affaire à un jeu en tant que tel, mais plutôt à un mode de jeu d'Half-Life 2. Et là, malheureusement, le principe du jeu est très simple à comprendre. En fait, vous allez en effet devoir revivre ou potentiellement réadapter à votre sauce certaines des pires fusillades de l'histoire récente des États-Unis, comme celle par exemple de Columbine ou même celle de Virginia Tech, qui ont quand même fait 50 morts. Et en fait, histoire de pousser le réalisme glauque encore plus loin, les développeurs du jeu ont fait en sorte de proposer des armes qui sont les plus fidèles possibles à celles des vrais tueurs dans la vraie vie. Le but du jeu, entre guillemets, en fait, c'est de tuer le plus d'étudiants et de personnes possible, en ayant aussi la possibilité de se mettre une balle dans le caisson à la fin de chaque round. Alors bon, bien sûr, le jeu a provoqué un énorme tollé et il y a eu des grosses pressions qui ont été appliquées sur le site qui permettaient de le télécharger. Nous n'avons jamais encouragé ou créé ce contenu et nous ne sommes pas d'accord avec le mode. En parallèle, cependant, nous croyons à la liberté d'expression et à la capacité unique qu'ont les modeurs et les développeurs indépendants de créer des jeux, même si c'est sur des sujets, des questions et des événements considérés comme risqués ou tabous. Il y a également une certaine confusion de la part de la presse non spécialisée dans le jeu vidéo, qui affirme que les jeux de ce type sont la raison pour laquelle toutes les mauvaises choses se produisent, répandant ainsi la désinformation et la peur. En raison de cette confusion et de cette haine, nous pensons pour l'instant que la meilleure solution est de supprimer le mode. Même si la liberté d'expression existe bel et bien, on peut quand même se poser la question où elle s'arrête, avant de tomber quand même dans le questionnable, voire même l'immoral. Le jeu en plus, il va pas trop briller par son gameplay, ça n'apporte pas grand chose, mais c'est bien sûr le sujet de fond et comment ça a été traité qui a choqué. Bon, en tout cas, assez rapidement, tous les fichiers ont été supprimés des différentes plateformes, mais il existe quand même à coup sûr des gens qui ont encore le mode et qui continuent peut-être encore de le partager. 177. Vous savez, quand je vous ai parlé de Kanoguchi il y a quelques minutes, là j'avais un peu ouvert quand même une boîte de Pandore des jeux japonais qui sont les plus borderline et les plus malsains. Et justement, on va franchir un nouveau cap, parce que là il faut que je vous présente 177, qui est un jeu d'arcade sorti en 86 et qui est pour l'instant donc le jeu le plus ancien dont on a parlé. Mais alors pourquoi ce nom un peu cryptique, 177 et tout? Eh bien en fait, tout simplement parce que c'est le numéro du paragraphe de la législation pénale japonaise qui parle des rapports sexuels forcés et qui interdit le viol. Alors là, bien entendu, en plus, le jeu n'aura pas du tout pour but de faire de la prévention ou même de l'éducation autour de ça, et c'est même tout le contraire. En fait, au niveau du design, et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de bien foufou. D'ailleurs, en même temps, on est en 86, et surtout, en fait, c'est pas du tout de ce côté-là que le jeu a décidé de frapper fort. D'ailleurs, le gameplay est aussi très simple, il n'y a pas beaucoup de mécanismes à assimiler. En fait, c'est juste du scrolling, et du coup, vous devez éviter les obstacles pour rattraper une jeune femme. Et là, le truc, c'est qu'il faut rattraper une jeune femme dans le but de la violer. Alors, vous allez devoir éviter les chiens, mais aussi les haies qui vous barrent le passage, et pour ajouter un peu au glauque, vous pouvez aussi lapider la femme pour la faire ralentir. Par contre, si elle atteint sa maison, c'est game over. Mais si vous réussissez à la rattraper avant qu'elle n'arrive chez elle saine et sauve, là, le gameplay change et vous allez, je vais pas vous faire un dessin, mais en tout cas, vous rentrez dans une nouvelle phase de gameplay. Et du coup, si vous gagnez cette phase de gameplay et que vous réussissez à violer correctement la jeune femme, on vous récompense avec un mariage avec elle. Alors que si vous vous plantez, direction la prison. Sans trop de surprise, en fait, le jeu a suscité du choc, de la honte, de l'indignation, et ça a été aussi considéré comme le tout premier jeu commercialisé à être centré sur le viol. Après, même s'il est impossible de faire un lien vraiment évident, il faut savoir quand même que le nom de ce jeu est revenu dans l'affaire Tsutomu Miyazaki, qui était un serial killer japonais. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur l'iceberg des pires tueurs en série. Harvester.
Bon, pour terminer nos grandes profondeurs, je vais vous parler d'Harvester, développé par Gilbert Austin et sorti en 96. Et un peu comme Phantasmagoria, lui il va aussi adopter le FMV, la motion capture avec des vrais acteurs, ou trucs un peu troublants. Et là, quand le dev, Gilbert Austin donc, il commence son projet, eh bien il a une idée bien claire et bien arrêtée. Développer le jeu le plus violent de l'histoire, et pour couper assez court au suspense, il va y arriver. En fait, dans Harvester, Steve, le héros, se réveille dans une maison dans la ville de Harvest. Il a complètement perdu la mémoire. Là, le but du jeu sera alors de rassembler les pièces du puzzle dans un jeu à l'esthétique glauque où toutes vos interactions tournent autour de l'ordre, qui est une sorte de secte. En plus, très rapidement, ça part en couille, et plus le jeu avance, plus on se demande comment ça peut devenir pire. Pour aussi, par exemple, vous parler d'une scène où une mère se fait manger vivante par ses gosses, le tout en ayant un discours sur l'amour maternel. Pendant toute la scène, faut quand même se le dire, on va entendre le bruit de mastication de la chair, avec bien évidemment des scènes, du coup, en FMV, tout bonnement dégueulasses. Chaque personnage dans Harvester est intéressant, étrange et troublant. À un moment, vous parlez avec votre frère Hank, qui regarde une émission de télévision archi-violente sur un cow-boy tirant sur un indien, et dont les intestins explosent de son estomac, alors qu'il tombe raide mort. Vous devez alors faire un choix par rapport à la violence de l'émission, et dire si un jeune garçon devrait ou non la regarder. Sous fond de « c'est une partie de l'histoire, ce pays a été fondé sur la violence ». La plupart des personnages ont également une perversion apparente, ce qui m'a parfois mis très mal à l'aise. Harvester va même jusqu'à évoquer la pédophilie, ce qui, je l'avoue, m'a d'abord choqué, mais que j'ai ensuite trouvé fascinant. Je n'ai jamais joué à un jeu aussi délibérément dérangeant, et d'une manière étrange, cela m'a donné encore plus envie de jouer jusqu'au bout. En réalité, les extrêmes de ces personnages le rendent captivant. Et ajoutez aussi à ça des morts d'enfants en boucle, de l'inceste, de la violence gratuite et détaillée, et vous obtenez effectivement un jeu des plus violents de l'histoire. Encore une fois, le jeu va être censuré, soit partiellement comme au Royaume-Uni, soit totalement comme en Allemagne ou même en Australie. Alors bien sûr, en plus, le message de base n'était pas de montrer de la violence gratuite, mais juste de faire passer un message sur l'état de la société de l'époque. La satire a quand même ses limites, et tout le monde ne la comprend pas forcément comme ça. Bien, on va maintenant descendre d'un niveau, mais monter d'un cran dans l'horreur, qu'elle soit psychologique ou visuelle. Et surtout là, du coup, commencer à aborder des sujets complètement illégaux et immoraux dans la plupart des cas. Custer's Revenge. Bon, pour attaquer nos habits, je vais vous parler déjà du jeu le plus ancien de cet iceberg, qui est sorti quand même sur un vieux machin, c'est l'Atari 2600. L'Atari 2600, si vous savez pas, ça ressemble à ça. Et donc, comme le jeu l'indique un peu, eh bien, le personnage principal ne sera autre que le lieutenant-colonel George Armstrong Custer. En fait, c'est une personne d'ailleurs qui a réellement existé et qui est décédée le 25 juin 1876. Bon, à l'époque, en fait, Custer et ses hommes, ils mènent une guerre aux Amérindiens, c'est-à-dire donc du coup les natifs des États-Unis, avant que les Américains qu'on connaît aujourd'hui avec les burgers et tout, ils débarquent. Bon là, Custer est finalement tué lors de la bataille de Little Bighorn, à l'occasion de laquelle son régiment s'incline contre une coalition de tribus indiennes. Et bon, pour en revenir à notre jeu, il a donc été créé pour que Custer puisse avoir sa revanche, sa vengeance même, plus de 100 ans après sa mort. Mais de prime abord, on pourrait s'attendre à un jeu de guerre ou alors à quelque chose qui oppose les colons américains aux natifs, mais pas du tout. Parce qu'en effet, les développeurs du jeu ont une toute autre idée, motivée, façon de parler, par le fait que la pornographie était à l'époque quasi inexistante dans le jeu vidéo. Alors ça, à la limite, il en faut pour tout le monde, sauf qu'on va très rapidement basculer dans quelque chose d'autre. Et là, le but du jeu, ce sera d'aller violer une indienne qui était attachée à un poteau entièrement nu. Et du coup, là, le George Armstrong Custer que vous incarnez est également à poil dans le jeu, avec un attribut masculin très apparent et très tendu, histoire d'ajouter un petit peu de mauvais goût. On pourrait peut-être rapidement parler du gameplay où vous avez juste à éviter les flèches qui vous arrivent du ciel ou même des cactus pour arriver jusqu'à la victime. Mais le truc encore plus bizarre, c'est qu'il y a même un mode multijoueur où vous pouvez jouer avec des potes tour à tour. Bon, en tout cas, sans surprise, le jeu a suscité énormément de controverses à sa sortie. Déjà parce qu'il fait l'apologie du viol, mais également car il est couplé à une minorité ethnique désormais, donc les Amérindiens, qui a été persécutée pendant des siècles et qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. De nombreux groupes de défense des droits des femmes et des groupes pour la défense des droits des Amérindiens sont montés au créneau. Et d'ailleurs, le jeu a été interdit dans plusieurs États des États-Unis. Mais malheureusement, et comme souvent dans ce genre de cas, ça a donné de la publicité indirecte au jeu qui a donc pu toucher des centaines de milliers de personnes. En fait, en 2008, donc pratiquement 30 ans après sa sortie, le jeu revenait encore dans les débats sur la violence dans les jeux vidéo. Alors qu'en parallèle, il avait été nommé dans plusieurs magazines spécialisés dans le jeu vidéo comme l'un des 10 pires jeux jamais réalisés dans l'histoire de cet art. The Museum of Anything Goes.
Là, on change complètement d'ambiance pour notre prochain jeu qui est sorti sur PC et qui se présente comme un espèce de jeu éducatif. Mais après, s'il est quand même présent sur cet iceberg, c'est vraiment que c'est pas trop l'idée du jeu. Donc The Museum of Anything Goes utilise entre autres le FMV dont j'ai déjà parlé, mais aussi des séquences complètement dessinées. Et on pourra donc passer de ça à ça ou encore ça en termes de design. Bref, rapidement, et même si vous avez effectivement des jeux comme ce puzzle, l'ambiance sera glauque et appuyez sur une bande sonore qui fout quand même mal à l'aise. D'ailleurs, le comparatif qui revient assez souvent, c'est The Shining. Alors bon, honnêtement, dans un premier temps, on a quand même du mal à comprendre à quoi on joue. Tout est aléatoire, rien ne semble coller. Il y a des genres de screamers suivis de mini-jeux, suivis de dessins enfantins qui ont l'air inoffensifs. Bon, c'est un peu le foutoir quoi, j'avoue. Mais si le jeu a fait quand même parler de lui, c'est à cause de certaines phases en FMV, dont une où on montre un véritable enterrement avant que le jeu nous dise de ne pas cliquer sur une tombe. Bref, du coup si on clique, on tombe sur une vidéo bien réelle d'un homme qui manipule un cadavre, et là on n'est plus du tout dans une ambiance juste un peu chelou. Là en fait on est potentiellement tombé dans le Mondo. Alors le Mondo, j'en ai déjà parlé dans un autre iceberg, c'était sur les pires films, mais en gros c'est un genre de contenu où l'on a affaire à de vraies images bel et bien réelles. Pas d'acteurs, pas de mise en scène, non, c'est des vrais footage quoi. Bon là bien sûr beaucoup de gens se sont mis sur le dossier et en fait pas mal s'accordent à dire que le cadavre en question serait un animal et non un humain. Mais quand même il est malheureusement impossible de le vérifier et d'ailleurs personne n'est arrivé à trouver un autre endroit où cette vidéo est apparue. Bref, un jeu qui n'a absolument rien d'éducatif, comme il semblait le promettre de base, et qui parle là de la mort sous plein d'angles. Et d'ailleurs qui, franchement, pourrait faire vriller n'importe quel enfant ou même adolescent qui serait tombé dessus. Muslim Massacre. Là, on a de nouveau affaire à un jeu où le simple titre vraiment n'augure rien de bon, quoi. Donc, Muslim Massacre, The Game of Modern Religious Genocide, de son nom complet, est un jeu vidéo qui a été développé par un certain Eric Vaughn et qui est sorti en 2008. Bon, déjà là, le problème de taille, c'est que le jeu a pendant très longtemps été téléchargeable totalement gratuitement et assez facilement, ce qui fait qu'il est tombé dans la main de pas mal de jeunes un peu trop curieux peut-être. Et là en fait, tout est plus qu'explicite, rien qu'avec le nom du jeu. Le principe est donc de tuer des musulmans encore et encore jusqu'au dernier. En tout cas, des dires de Vaughn, le créateur, vous devez prendre le contrôle d'un héros américain et éliminer la race musulmane avec un arsenal d'armes des plus destructrices du monde. Voilà, en termes d'idéologie quand même bien dégueu, ça se pose là. Et pour le scénario, bon, s'il y en a un quand même, en fait vous êtes parachuté en plein Moyen-Orient et vous avez dans un premier temps un simple flingue. Puis vous débloquez des fusils de chasse, des fusils d'assaut, mais également des grenades ou encore des lance-roquettes, histoire de faire toujours plus de dégâts. C'est vraiment un jeu amusant et drôle, et les gens ne devraient pas trop se plaindre de l'aspect offensant et avant-gardiste de Muslim Massacre. En fin de compte, il s'agit juste d'un jeu où on caresse gentiment des Arabes. Je ne sais même pas comment l'interpréter moi-même, mais l'essentiel c'est que j'ai pris du plaisir à le faire, et que c'est amusant d'y jouer. Si je devais quand même essayer de donner une signification au jeu, ce sera probablement quelque chose comme la destruction métaphorique de la représentation stéréotypée d'un musulman. Aussi, les musulmans représentés dans le jeu ne sont pas censés être basés sur des musulmans réels. Bon, alors d'ailleurs pour la dernière phrase, on est quand même carrément en droit d'avoir des doutes, parce qu'on comprend quand même assez facilement qu'il y en a qui ressemblent quand même clairement à Ben Laden, Mahomet ou même Allah. Et aussi et surtout, en fait, aucune réelle différence n'est faite entre les terroristes et des simples civils. En fait, le but, c'est juste de tout annihiler sur son passage. Bon, du coup, vous vous en doutez, là encore, en fait, le jeu a suscité énormément de controverses, à commencer bien évidemment par les associations musulmanes, et qui ont clairement vu le jeu, et je pense à juste titre, comme un appel au meurtre pur et simple des musulmans au Moyen-Orient. Bref, un jeu qui, honnêtement, n'apporte vraiment rien du tout au 10e art et qui dénonce que dalle, au contraire de ce que défendait son soi-disant créateur. Soma. Alors là, on termine notre niveau avec un jeu aussi dérangeant que malsain et qui est sorti un peu plus récemment, Soma, par Frictional Games. Alors, ce sont eux qui sont derrière Amnesia et dont j'avais déjà parlé, vous savez plus tôt. Et là, avec Soma, le pitch est assez simple. Vous incarnez Simon, qui, suite à un grave accident, a énormément de lésions cérébrales. Et tout ça va finir par provoquer son décès. Sauf que son seul recours pour survivre, c'est d'accepter un traitement expérimental pour créer une copie numérique de son cerveau dans le but de trouver une solution. Donc là, Simon, il hésite, mais il passe le cap. Sauf qu'après un petit rebondissement, dont je vous épargne les détails, vous vous réveillez plus de 100 ans après votre dernier souvenir. Et là, vous êtes à présent au fond de l'eau, dans ce qui semble être la dernière colonie humaine. Alors là, si l'ambiance est pesante à souhait, si le sound design est parfait et que certains monstres vous fileront quand même des bons frissons, en fait, c'est dans son propos et dans ses questionnements que Soma va venir vous frapper. Je vais un peu spoiler le jeu, mais au fur et à mesure de votre aventure, vous remarquez que les différents humains que vous croisez n'en sont plus vraiment. En fait, leur conscience a été greffée dans des machines. D'ailleurs, des machines sur lesquelles vous avez le droit de vie ou de mort. En fait, si vous les débranchez, est-ce que vous tuez une
personne ou juste un tas de ferraille. Et d'ailleurs, ça ira crescendo jusqu'à concerner votre propre personnage, habité là par des dilemmes moraux, par des angoisses, par la peur, par des cauchemars, et avec comme fil rouge, tout simplement la mort. 10 ans après, je parle encore de ce jeu autour de moi, sans vraiment parvenir à mettre le doigt sur ce qui m'a traumatisé. Je me souviens avoir eu, sans déconner, des jours et des jours de questionnement. Jamais, aucun jeu n'avait provoqué ça chez moi avant. C'était lunaire. Il y a un truc intéressant, c'est que le jeu, en fait, il a comme fil rouge aussi l'expérience de pensée philosophique du bateau de Thésée. En gros, du coup, ça explique que quand vous avez une embarcation, genre un bateau, dont les parties sont remplacées au fur et à mesure, genre au début on change la coque ou le volant, etc., et qu'à la fin, en fait, plus rien de l'ancien bateau n'est dans le nouveau, est-ce que c'est toujours le même bateau ou c'est un nouveau? Et là, du coup, c'est pas avec un bateau que ça se passe, mais avec un être humain. Est-ce que quand vous remplacez toutes les parties d'un être humain, c'est toujours le même être humain ou est-ce que c'est pas du tout ça? Bref, c'est l'un des jeux d'horreur psychologiques les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo, quand même, et il va clairement vous retourner le cerveau, et, intéressant, vous poser pas mal de questions. Bref, pour notre dernier niveau, là les ténèbres, je vais vous parler d'un style artistique japonais poussé à son maximum, ou encore d'un mode de jeu qui a traumatisé Internet récemment. Splatter School. On commence notre dernier niveau là en repassant du côté des déviances sexuelles en tout genre. Et là, avant de parler du jeu, il faut que je vous parle d'autre chose, l'eroguro. En fait, c'est un genre artistique japonais qui mélange l'érotisme avec le grotesque au sens général du terme, et avec des accents prononcés sur des éléments macabres. Alors bon, de base, c'est un style littéraire, c'est très présent dans la littérature, les mangas, et donc dans le fait de dessiner au sens large, mais l'eroguro a finalement réussi à atterrir aussi dans les jeux vidéo. Et là, je vais vous parler de Splatter School, qui est un jeu d'action et de plateforme en 2D, dans lequel vous incarnez Jessica, une lycéenne tout à fait banale. Et elle se retrouve confrontée à des créatures tout aussi cauchemardesques les unes que les autres. Et alors qu'elle est armée d'un simple cutter, elle va devoir traverser différents niveaux qui ont tous la fameuse esthétique eroguro. Et bien sûr là, les différentes scènes, et surtout celles où vous vous perdez, vont être de plus en plus imaginatives. Quel que soit le monstre qui vient prendre votre dernier point de vie, il y aura une animation unique pour abuser de votre personnage. Ça peut aller de la pénétration vaginale à la présence d'un ver géant dans votre gore et dans votre anus. Ce dernier exemple, bien plus extrême, est un peu la norme dans le jeu et il occupe la plupart des 52 animations uniques. Parmi les autres animations, citons l'éviscération de l'orbite avec un couteau de cuisine et l'introduction répétée du pénis dans l'orbite, ou encore l'empalement du personnage, du vagin jusqu'à la gorge, pour ne citer que ces quelques exemples. Sans surprise, si vous n'aimez pas ou n'êtes pas à l'aise avec la violence hardcore, Splatter School est un jeu dont vous devriez vous éloigner absolument. Contrairement à certaines boosts dont j'ai parlé plus tôt dans l'iceberg, celui-là il a quand même un certain esthétisme, ce qui rend du coup les choses encore plus malsaines. Parce qu'en fait on peut déjà sentir qu'un certain soin a été apporté aux différentes illustrations et animations. Et en fait si le gameplay n'a rien d'exceptionnel, il est assez plaisant, et là encore ça ajoute à l'immersion plus que macabre du jeu. Splatter School, c'est des lycéens dénudés et pendus, des monstres de chair et de sang qui sont à deux doigts de vous faire gerber. Mais il y a également des scènes de mort où on se demande ce qui est passé dans la tête du concepteur. Et puis sans parler d'images qu'on ne peut même pas trop expliquer honnêtement, voilà. Reddition Guantanamo. Alors on continue avec un jeu qui là, contrairement aux autres, n'est jamais sorti et qui fait partie d'une catégorie dont on n'a pas trop parlé sur l'iceberg, celle qui regroupe les jeux malsains qui ont été stoppés durant leur développement, ou encore même les lost media dont on a parfois un petit peu de mal à prouver l'existence. Et là du coup Reddition Guantanamo, de son côté lui il a bel et bien existé pendant les 18 mois de son développement. Les devs estiment d'ailleurs qu'il en était à 25% du jeu. Alors je pense que vous connaissez déjà Guantanamo, donc là qui est une prison américaine qui est située à Cuba et qui a clairement brillé par le fait que c'était peut-être la prison la pire des États-Unis, avec plein de choses inhumaines où les tortures étaient monnaie courante. Et du coup, des Écossais se sont dit, dis donc, si on en faisait un jeu vidéo? Et pourquoi pas le faire avec l'aide de Moazzam Begg, qui est un ancien prisonnier de Guantanamo, histoire de reproduire au plus fidèlement possible la prison dans tous ses détails. Bon là, pas mal de rumeurs ont avancé que Begg pouvait être le personnage principal, incarnant donc un terroriste, et qui dans le jeu aurait pour but de tuer tous les soldats américains dans le but de s'échapper. Et là, sans surprise avec ce jeu, alors qu'il n'était encore qu'en développement, comme vous l'avez compris, il a suscité beaucoup de controverses, surtout chez les Américains. Alors que ce soit du côté politique ou même du côté militaire, et d'ailleurs le jeu a entre autres été qualifié d'outil de propagande de Al-Qaïda. Heureusement, on va dire, et à force de pression, les développeurs du jeu ont indiqué qu'ils annulaient le projet. Même s'ils se sont quand même toujours défendus de faire l'apologie du terrorisme. Non. Eux, c'était pas du tout ça. En fait, la seule chose qui reste de tout ça, c'est le trailer dont vous voyez les images depuis que je vous parle, et qui semble lui quand même plutôt soft par rapport au jeu en lui-même. Parce que quand même, on parle là d'un jeu avec un budget de 250 000 €, donc c'était quand même clairement pas une production confidentielle. MyHouse.wad.
Bon, pour continuer nos ténèbres, là, on va parler d'un mode de jeu comme pour School Shooter tout à l'heure, qui était un mode d'Half-Life 2. Et là, en fait, il s'agit d'un mode de jeu de Doom, et plus précisément du programme myhouse.wad, qui était publié en 2023, donc c'est assez récent, et qui est donc le plus récent de notre iceberg. Et là, bon, sans trop rentrer dans les détails, en fait, faut savoir qu'à un moment, c'était un peu la mode de recréer sa maison dans le jeu, et c'est ce qu'a fait un certain Veg. En août dernier, j'ai perdu un ami d'enfance et je l'ai très mal vécu. Et après les funérailles, ses parents m'ont donné certaines de ses anciennes affaires. Parmi elles, une disquette qui datait du lycée. Thomas et moi aimions faire des maps sur Doom au début des années 2000, mais je n'avais jamais vu ce projet jusqu'à maintenant. En guise d'hommage à Thomas, et à tous les bons souvenirs qu'on a eu ensemble, j'ai décidé de relancer Doom Builder pour terminer sa map et vous la proposer. Bon là, à première vue, et comme vous pouvez le voir, le jeu n'a rien de bien particulier, on se balade simplement dans une baraque. Alors il y a quelques monstres à tuer, des objets à chercher, en quelques dizaines de minutes, bon voilà, c'est torché quoi. Mais en réalité, vous êtes passé à côté d'énormément de choses, énormément d'indices, de petits détails aussi qui ressemblent à une véritable boîte de Pandore une fois ouverte. En fait, on peut très rapidement quitter la maison pour se retrouver dans différents endroits, comme un aéroport, avec ses toilettes maculées de sang. Mais on peut aussi se retrouver dans des sous-sols glauques, avec des décors brutalistes, qui foutent quand même clairement mal à l'aise, et surtout, de plus en plus de messages cryptiques seront distillés aux joueurs. En parallèle du jeu, en fait, on remarque que le créateur, Veg, a partagé un Google Drive avec des documents personnels, comme des photos, et surtout, une sorte de journal. Dedans, il parle de lui, du développement du jeu, et surtout, de ses angoisses et de ses cauchemars. Je rêvais de prendre un bon bain chaud. Je me sentais m'enfoncer de plus en plus dans l'eau chaude jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me noyais dans ma propre baignoire. Soudain, j'ai ressenti une secousse, comme si on m'avait sorti de l'eau. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une grotte souterraine, éclairée par une faible et inquiétante lumière bleue. Je sentais un froid dans l'air et j'entendais au loin l'écho des démons. Et donc, cauchemars et angoisses qui se trouvent dans le jeu, que ce soit des endroits, des situations ou toute autre chose relative à la mort. Bref, si le jeu est aussi terrifiant, aussi dérangeant, aussi malsain, c'est tout simplement parce que c'est une petite merveille du jeu vidéo. Après, il y a quand même des limites par rapport au moteur de jeu et ce que vous pouvez faire techniquement avec, quoi. On peut pas faire non plus tout. Donc, le créateur, il a mis l'accent sur le reste, c'est-à-dire l'ambiance visuelle, les jumpscares, la complexité des niveaux, leur ressemblance troublante et surtout, il l'a raccroché à la réalité, avec notamment toute l'histoire qui concerne Thomas, le Google Drive et surtout le journal intime. Aussi et surtout, en fait, Veg a mis à peu près toutes les références et toutes les formes d'horreur qui ont traumatisé les gens sur Internet de ces dernières décennies. Et du coup, c'est tout ça qui fait que ce jeu a quand même des fortes chances de venir vous ronger, car il va peut-être vous impliquer émotionnellement, parfois un peu trop. Alors là, je n'ai fait que effleurer la surface du jeu, parce qu'il y a énormément de rebondissements, il y a aussi des plot twists et puis des sujets sensibles qui sont abordés dedans. Bref, en tout cas, du coup, l'ami Faldup a fait pratiquement une vidéo de 2 heures sur le sujet, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller la regarder. Replay. Alors pour terminer nos ténèbres et notre vidéo, parlons d'un jeu qui a été développé par Illusion Soft en 2006. Et là on va avoir globalement la même chose que 177, à savoir un jeu vidéo japonais qui fait l'apologie du viol. Sauf que cette fois on oublie la bouillie de pixels car il y a quand même 20 piges qui séparent les deux jeux. Et pour ce qui est du scénario, il est aussi simple qu'écœurant. En fait vous incarnez un homme qui traque et qui viole une mère et ses 2 filles sous fond de vengeance. Peut-être que ça vous suffit à vous donner la gerbe, mais quand même je précise que les 2 filles en question sont âgées de 12 et 17 ans, histoire de rajouter quand même un petit paramètre pédophile à l'équation. Mais je vais rentrer un peu plus dans les détails, donc accrochez-vous. Le premier fait d'arme de Masaya, donc le personnage principal, sera d'abuser de la jeune fille de 12 ans dans les toilettes d'une station de métro. Avant quand même de prendre des photos de son corps nu et couvert de sa semence. Et là, si vous aviez encore des doutes sur la santé mentale des personnes qui ont développé le jeu, ça devrait vous aiguiller. Et là, plus tard, ce sera dans un buisson que Masaya va récidiver en prenant encore et toujours des photos après l'acte. Et là, le tout, bien évidemment, rythmé par d'autres violences en tout genre, en plus de la notion de chantage qu'on retrouve tout au long de cette aventure. D'ailleurs, dans certains cas, le jeu vous permet de choisir vos manières de faire, ce qui est quand même là d'autant plus dégoûtant. On pourrait se demander quand un jeu vidéo va trop loin, et il n'est pas étonnant que ce jeu, intitulé Raplay, ait suscité l'indignation internationale des groupes de défense des femmes. Mais la controverse qui a conduit à l'arrêt des ventes du jeu l'a rendu viral, et de ce fait, le jeu a été disponible sur des dizaines de sites web, parfois gratuitement. Au Japon, on trouve ces jeux hentai un petit peu partout, et presque tous mettent en scène des personnages à l'allure féminine. Certains de ces jeux, comme Raplay, sont violents et décrivent en détail le viol, la torture et l'esclavage. Les jeux hentai ne sont pas nouveaux au Japon, mais avant l'arrivée de l'internet, ces produits restaient dans ce pays, alors qu'aujourd'hui, dès qu'un jeu est mis en vente à Tokyo, il est numérisé et partagé partout. Dans les jeux et les vidéos, les organes génitaux sont masqués même s'ils sont animés. Mais les lois japonaises ne limitent pas les thèmes et les idées des jeux. Bon, pour terminer, sachez que Raplay possède plusieurs fins en fonction de la position sexuelle que vous utilisez, parce que, en effet, si vous faites appel à la position
position Cowgirl, en fait le protagoniste va finir par se prendre des coups de couteau par la jeune fille de 17 ans dans un déferlement d'hystérie. Et si vous choisissez une autre position, le protagoniste va finalement mettre l'un des 3 personnages enceintes avant de, quelques temps plus tard, finir écrabouillé sous un métro. Et bien voilà du coup pour ce tout premier iceberg sur la chaîne Poisson Fécond, parce qu'avant c'était sur Compte Fécond, donc là on les a migrés sur Poisson Fécond. Si vous avez des suggestions, des remarques en commentaire, d'autres jeux qui vous ont marqué dans le mauvais sens du terme, n'hésitez pas à en parler évidemment. Bon, en tout cas c'était très intéressant de vous partager tous ces jeux là, j'espère que la vidéo vous a plu, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, bye.